nous étions incapables de les véhiculer. Ce n'est pas une honte. Aujourd'hui, je continue à rendre hommage aux femmes revendeuses. C'est elles qui nous ont prêté leur Mercedes 200 pour véhiculer, n'est-ce pas, les 4 chefs d'État. Beaucoup d'idées reçues et d'histoires farfelues nous laissent trop souvent croire que les femmes ne sont bonnes à réaliser rien de grand, qui plus est, les femmes noires. Beaucoup trop souvent, on a voulu nous faire croire que, surtout les femmes noires, n'ont trop rien fait d'inspirant qui en valent la peine d'être gravées dans l'histoire. Eh bien, mesdames et messieurs, plongeons donc dans cette nouvelle chronique dans l'histoire de Nana Bint. On a respect. Salutations pour tout le monde. Vous êtes sur GNMAC TV et vous suivez la chronique de l'histoire. Avant toute chose, il faut d'abord savoir l'origine et la signification du terme. Il est reparti en deux. Premièrement, Nana et en second lieu, Bint. Le premier mot veut dire mère ou grand-mère en langue minoan et le Bint est en référence à la marque de voiture allemande qui, à l'époque, faisait partie des voitures les plus prisées, faisant donc lien direct pour beaucoup au luxe et à la prospérité. L'histoire de ces valeureuses femmes commence au Togo, pays d'Afrique de l'Ouest. Et comme on peut bien l'imaginer, elles ne sont pas nées avec une cuillère en argent dans la bouche, encore moins avec une Mercedes comme monture. Ces femmes en question proviennent des niveaux les plus bas du pays. Issues pour la plupart des régions rurales et éloignées, ces dernières parviendront à faire carrière et exploit dans le commerce. Pas n'importe lequel, c'était celui des pagnes de tissu spécifiques appelés wax. Le pagne est un type de vêtement assez simple qui est plus utilisé dans les pays à forte température pour son confort et son style aéré. Et le wax est ce type de tissu très coloré abordant des couleurs surtout vives originaires des Pays-Bas et que beaucoup de gens appellent de manière profane tissu africain. Dans les années 40, ces groupes de commerçantes se lanceront dans ce secteur en commerçant dans des situations difficiles et compliquées. Comme pour presque tout le monde, les débuts étaient très éprouvants. Elles prenaient des pirogues, faisaient des longs chemins à pied et portaient leurs marchandises à même la tête, tout en faisant face à pas mal d'obstacles. Du Ghana, Gold Coast ou Côte de l'Or à l'époque, le premier pays qui s'appropriera de ce tissu, elles partent acheter du wax pour le revendre à Lomé, capitale de leur pays. Petit à petit, de fil en fil, les Nana Bint se font un chemin et, modestement, se bâtissent un empire. Quelqu'un disait, si tu ne peux pas faire de grandes choses, fais-en des petites avec grandeur. L'esprit de grandeur et la vision qui animait ces commerçantes togolaises allaient au-delà de ce que leur réalité et environnement du présent pouvaient les restreindre. De simples revendeuses du Ghana au Togo, leur pays, ces dernières commenceront à s'approvisionner directement chez les fournisseurs de base en Hollande. Elles arriveront même à décrocher de sérieux partenariats jusqu'à même loger une succursale de Vlisco à Lomé qu'on appellera Vlisco African Company et qui aujourd'hui existe encore. Entre 70 et 80, ce sera pratiquement les années glorieuses et la fourchette de consécration pour ces valeureuses femmes. L'heure du vide qui se fera sentir dans le marché togolais par ceux qui dirigeaient le secteur du wax, une horde de femmes avec des figures emblématiques comme Dédé Rose Crépy viendra le prendre en main. Elles apporteront des astuces et stratégies de marketing créatives qui donneront le vent aux pauvres à ce marché que désormais elles dirigent et dominent. Malgré que la plupart de ces femmes n'aient pas eu la chance de connaître les bancs de l'école, ces dernières ne manquaient pourtant pas de créativité et d'intelligence pour diriger et étendre l'empire qu'elles venaient d'élever. Malgré que certains hommes fragiles se sentaient menacés par ces femmes fortes, cela n'empêchait à leur pouvoir de prendre le large et aller au-delà des frontières. Le Mali,
le Niger, le Burkina Faso, arrivant même jusqu'au Congo. De leur petite revente au coin de Lomé, les Nana Beans conquièrent une bonne partie du continent avec leur commerce. Ces femmes d'affaires africaines enregistrent des chiffres d'affaires ahurissants, frôlant les millions d'euros qui de ces moments-là représentaient des sommes astronomiques. Dans une époque où la plupart des femmes étaient souvent réduites à des stades casanières et rôles pas souvent cliquants, les Nana Beans défient presque tous les codes. Elles voyagent de par le monde et ceci à leur propre compte, bâtissent des villas et investissent leurs argent dans les bourses, l'immobilier ainsi que d'autres secteurs. Qui plus est, ces mêmes femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ont su aussi investir dans les plus grandes écoles et universités pour leurs filles, ainsi que d'autres encore. Il est souvent de tendance à dire que derrière tout grand homme il y a, les Nana Beans arboraient des tendances panafricanistes et participaient aussi dans la politique de leur pays. En dépit de leur volonté de grandir économiquement, les Nana Beans voulaient et œuvraient pour la grandeur de leur cher pays, le Togo. Et elles étaient des actrices importantes dans la libération du jour de la colonie. Avec des femmes comme la célèbre, courageuse et valeureuse Eunice Adabouno, elles apportaient surtout un soutien financier au comité de l'unité togolaise, dirigé par Sylvianus Olympio, qui plus tard, soit le 15 avril 1961, deviendra le premier président du Togo. Ces femmes avaient aussi pour habitude de même prêter leurs bens au chef d'État du Togo quand il recevait des homologues en visite officielle. L'histoire très inspirante des Nana Beans nous en dit beaucoup et nous enseigne un certain nombre de leçons importantes. Premièrement, elle déboulonne l'idée et la perception rétrograde qu'on se fait de la femme et surtout des femmes noires. Les femmes nous rappellent encore que l'origine ou les circonstances d'aujourd'hui ne peuvent et ne doivent jamais nous faire cesser de rêver grand et de réaliser de grandes choses. L'ultime leçon qu'on devrait tous tirer de l'histoire des Nana Beans, c'est que réellement, tout le monde peut sortir de 0 pour arriver à 100, à condition de se donner le courage d'oser et de faire le premier pas, et surtout de ne rien lâcher malgré les épreuves et difficultés. Le présent est un cadeau et profite du moment. En espérant que ce moment vous a été favorable, on vous dit donc à la prochaine.